Dis quelque chose. Comme ça, là que je dise quelque chose maintenant, là. Oui, je vais dire quelque chose. Je dis quelque chose. Merci. Bonjour à tout le monde et bienvenue à la journée des auteurs du mois d'avril. Là, je vois que vous avez, vous qui êtes là, vous avez fait votre inscription et vous êtes venus. Mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait leur inscription, qui ne sont pas arrivés ou qui ne sont pas venus. Ce n'est pas un grand problème, ça juste prend du temps pour moi de préparer l'espace pour vous accueillir. Donc, si vous faites l'inscription, je vous demande, venez participer, parce que de notre côté, on prépare tout avec beaucoup d'attention pour vous. Donc, je suis Guilherme Durand, je suis le responsable pédagogique de l'école Léraud, et j'ai aussi avec moi mes chargés pédagogiques, j'ai Claudine, j'ai Chloé et j'ai Julien. Nous sommes l'équipe pédagogique pour vous accueillir ici à la journée des auteurs. Et chacun de nous a une mission différente avec vous. Et à la fin, je vais vous rappeler les groupes pour que tout le monde puisse trouver la bonne salle, la bonne adresse, le bon lien. Voilà. Je voudrais savoir ici qui est là pour la première fois. La toute première fois. Mais ça, c'est super, toi aussi. Moi aussi. Bienvenue. La journée des auteurs, c'est un événement fait pour vous, exclusivement, pour vous aider dans votre démarche d'écriture. Donc, je demande encore une fois, levez la main qui est là pour la première fois. Les personnes qui ne sont pas là pour la première fois, c'est votre mission. Accueillez ces gens, s'il vous plaît. Invitez-les à venir manger avec vous. Formez les groupes, parce que c'est ça la richesse de la journée des auteurs. Si ce n'est pas pour qu'on s'échange, pour qu'on se mélange, ça n'a pas de sens de se mettre tout le monde ensemble. Donc, invitez-vous, formez des groupes pour animer cette communauté. Je voudrais aussi dire que nous avons trois publications à célébrer aujourd'hui. La première, c'est de Catherine Merle, qui est une participante de l'Objectif Manuscrit. Elle vient de publier Le temps que nous avons par les éditions Quartier Libre. Et voilà. Et déjà, c'est une première publication. Nous avons aussi la publication de Claudine Londres, qui est notre chargée pédagogique, qui est ici avec nous. Son livre Gertrude et compagnie par les éditions Flamme. À la Flamme. Bonjour. Et je ne vais pas vous cacher longtemps, mais Alain Tellier vient aussi de lancer un livre. Voilà. Je viens de le lancer. Hop. Voilà, très bien, félicitations. Et d'ailleurs, c'est l'écriture de ce livre qui m'a attiré l'attention pour proposer la masterclass d'aujourd'hui sur cette thématique. Que je pense que c'est Alain qui va pouvoir vraiment contribuer avec ce sujet. Donc, je vais vous présenter Alain. Alain Tellier est un auteur prolifique de la littérature française contemporaine, doté d'un parcours artistique et journalistique riche et diversifié. Ayant vécu 1000 vies à peu près, si je n'ai pas perdu le calcul, il a notamment animé des émissions culturelles pendant 7 ans, faisant preuve d'un véritable talent d'orateur et de médiateur. Vous allez voir. C'est moi qui ai écrit son texte, en fait. Son œuvre théâtrale compte 6 pièces, dont certaines ont été traduites en italien, témoignant de son rayonnement international. En parallèle, il a également exploré le cinéma et la télévision avant de se consacrer depuis les années 2000 essentiellement à la littérature et au théâtre, à l'écriture de manière globale. Alain Tellier est l'auteur de 2 romans jeunesse et de 8 romans, parmi lesquels figure son dernier ouvrage, L'escalier du paradis, fraîchement publié aux éditions Cherche Midi. Un roman écrit en immersion, comme d'ailleurs d'autres titres qu'il a écrits. Donc c'est exactement pour ça. C'est pour parler de cette immersion, écrire en immersion. Aujourd'hui, sa masterclass va nous raconter un peu sur l'écriture en immersion. Partir pour écrire, écrire pour partir. Quel titre tu as trouvé? Très bien, c'est très parlant déjà. Merci. Écrire des romans en immersion. Accueillez chaleureusement Alain Tellier.
Et donc on va vous chanter quelque chose. Parce qu'on a vu qu'on était un peu habillés pareil, donc on fait très groupe franco-brésilien. Caetano Veloso et Éric Chardin, on va dire. Hein, parce que la coupe. J'ai fait mon brushing années 70 pour vous ce matin. Hein, donc c'est du boulot à mon âge en plus. J'ai eu 1000 vies, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait pas assez. Je me sentais pas très jeune ce matin, mais 1000, enfin bon. Bref, on va essayer de tenir pendant une petite heure quand même. Mais en fait, l'écriture, qu'est-ce qu'on a comme chance? Mais c'est dingue en fait. Qu'on ait du succès ou pas d'ailleurs. Moi, je rêvais d'écrire à 18 ans et j'ai publié à 40. Oui, je vois vos regards effarés, j'ai un peu plus de 40 ans, je sais, ça ne se voit pas. Parce que je suis allé à la piscine ce matin, ça lisse les traits, la piscine, ça vous... Mais à 18 heures, j'aurais l'air très vieux, j'aurais 1000 ans. Donc, en fait, oui, je commence à écrire des romans, je ne suis pas encore dans le sujet, mais c'est pas grave, il me connaît, on va faire un petit détour, mais on rêve d'écrire quand on est jeune, sinon on rêve jamais d'écrire. En général, quand vous voulez écrire, même à 50 ans, c'est parce qu'à 18 ans, vous vouliez le faire. Je ne pense pas que ça soit un truc qui vous tombe dessus, soudain, tiens, je vais écrire un roman, ou du théâtre, ou un film, bon... il n'y avait pas d'atelier tellement d'écriture dans les années 70-80, en tout cas 80. Il y en avait en tout cas moins et j'avoue, je n'y pensais pas. Mais parfois, quand j'entends ceux qui donnent des cours à l'école des mots, ou quand je m'entends donner certains conseils, je me dis, oh là là, j'aurais adoré qu'on me dise ça quand j'avais 18 ans. Ouais, je vois une dame qui opine du bonnet. Mais oui, parce qu'en fait, je me rends compte, je ne sais pas s'il y a d'anciens participants à mes ateliers, et j'en ai parlé avec Nicolas Fargue, avec Agnès Michaud, on dit très souvent les mêmes choses. Évidemment, on adapte à chacun, mais entre passer les phrases au tamis, chaque phrase fait avancer l'action, et puis surtout, trouver un rythme de vie, avoir une hygiène de travail régulière, ne pas procrastiner, s'y mettre tous les jours, parce qu'il y a une plasticité du cerveau merveilleuse. Le lundi, vous écrivez, le mardi, le vendredi, ça y est, vous êtes un monstre d'écriture. Je caricature, bien sûr, mais les gens qui font de la gonflette musculaire le savent. Au bout de 3 mois, ça y est, ça parle. Bon, on n'en est pas là, mais c'est un muscle, le cerveau, et plus vous travaillez, plus il sait que vous travaillez, plus il a envie de travailler et de vous aider, parce qu'on n'est pas très maître de tout ce qui se passe dans cette merveilleuse boîte crânienne. Et je me souviens de plein de fois où je m'endormais sans la scène du lendemain, et je me réveillais, j'avais ma scène, que ce soit au théâtre ou dans le roman. Donc voilà. Et c'est vrai que les ateliers d'écriture, peut-être une masterclass, même si je dis une chose qui vous aide, une chose, ça sera gagné. Une chose où vous allez rentrer et vous dire, ah ouais, d'accord, bien sûr, j'ai compris, mais oui, voilà. Parce que qu'on fasse du football, comment on tire un penalty, quoi qu'on fasse, c'est souvent des déclics. Pendant des jours et des jours et des jours, on ne va pas arriver à tirer ce penalty, on ne va pas arriver à bâtir cette histoire. Et un jour, on le fait, et c'est facile. Et c'est facile. J'ai été comédien, j'étais au cours Florent quand j'avais 20 ans, mais c'est pareil. On n'arrive pas à jouer, on n'arrive pas à intégrer un personnage, et un jour ça vient, on dit « Ah ben ouais, c'était pas dur », mais on oublie qu'on a galéré pendant des mois. Donc voilà, donc c'était pas du tout le sujet, mais je voulais faire cette présentation générale pour dire qu'on a de la chance, parce que quoi qu'on écrive, on a la vie de ce qu'on écrit et la vie que l'on vit. Et évidemment, comme on va parler de voyager pour écrire, écrire pour voyager, écrire en immersion, on peut appeler ça comme on veut. Alors là, on a carrément 3 vies. Alors moi, c'est pas depuis le début que je fais ça, en fait, c'est venu malgré moi, et c'est d'ailleurs Guillaume qui a eu cette idée de masterclass, parce qu'il m'a dit, mais en fait, tu pars en voyage, tu nous racontes des romans qui se passent dans tes voyages. Mais vous allez voir d'ailleurs que pour ce livre-là, ça s'est pas du tout passé comme ça, et je vous en parlerai à la fin, c'est ça qui est rigolo, c'est que en fait, ça se passe pas comme on croit. C'est pas parce qu'on va quelque part qu'on va être inspiré par cet endroit, que l'histoire va être dingue, et que si c'est San Francisco, comme c'est le cas là, on va décrire merveilleusement San Francisco. Non, le cerveau est encore plus malin que ça. Vous allez voir pourquoi. Mais mon premier bouquin, c'était Bleu profond. Il se finissait à Saint-Valery-en-Caux. C'était une courbe dramatique d'une femme de toute une vie. Et ben même Saint-Valery-en-Caux, j'étais pas à 10 000 km, j'étais pas comme en Californie. Mais même Saint-Valery m'avait inspiré pour décrire cette femme, parce que c'était une femme blessée par la vie, c'est une plongeuse qui avait un accident un jour, etc. Et bien Saint-Valery-en-Caux, d'abord j'y étais allé en vacances, j'avais adoré, j'avais pris des notes là-bas, c'est parce que c'était une ville bombardée pendant la guerre, et qui avait été un peu reconstruite, comme Royan, ces villes qui sont d'ailleurs très belles. Royan est une très belle ville, mais uniquement avec des maisons des années 50 ou 60, parce que voilà, les bombes sont passées par là. Et bien sûr, il y avait une métaphore entre les blessures de cette femme et les blessures de cette ville, et c'était merveilleux. Alors, est-ce que c'est une immersion ? Je ne sais pas, mais en tout cas, des lieux nous influencent.
Alors je l'ai fait, voilà, après j'arrête de parler de moi, mais je l'ai fait pour L'Ange de Dalkey Island, qui est un roman jeunesse qui se passait en Irlande, où je ne suis jamais allé, et là on va en parler, c'est ça qui est rigolo, mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'on peut aussi parler d'endroits qu'on ne connaît pas, et je vais vous citer pas mal d'exemples, et vous en connaissez sûrement, de gens qui ont parlé d'endroits où ils ne sont jamais allés. Entre parenthèses, après je risque d'oublier, mais j'ai un projet de pièce avec un acteur qui s'appelle Jean-Pierre Bouvier. Là je lui disais, il me disait, tu fais un truc là-dessus. Il dit, mais tu sais que Shakespeare, il a écrit Les Amants de Vérone, il n'est jamais allé à Vérone. On se croirait à Vérone dans Roméo et Juliette. Je lui dis, ah oui, j'avais pas pensé à celui-là, tiens, t'es quand même un des plus grands. Donc voilà, il y a aussi l'endroit qui peut nous inspirer parce qu'on y est allé, parce qu'on y est, ou parce qu'on aimerait y aller. Et puis on est à une époque où Internet est une chose incroyable. Incroyable. C'est pour ça que je vous raconterai des anecdotes sur comment j'ai écrit L'Escalier du Paradis. Mais on a une époque... alors évidemment, Shakespeare n'avait pas Google Maps et Google Street. Et il n'allait pas sur les sites des restos pour savoir ce qu'on y mangeait. Mais donc il lisait des livres, etc., où il avait des présciences. On peut avoir aussi des présciences. Bon. Donc j'ai créé un bouquin qui se passe en Irlande. Le précédent livre chez Robert Laffont s'appelait Stella Finzi, ça se passait à Rome. Là je connaissais pas mal Rome, j'étais allé 5 fois. Et évidemment l'immersion dans Rome était merveilleuse. Et puis c'était très romain, c'était un Français qui voulait se suicider, qui rencontrait une femme qui s'appelait Stella Finzi, qui allait l'empêcher de se suicider, qui était à la fois très riche, d'une intelligence incroyable et d'une laideur insoutenable. J'avais fait, oui ça fait rire la laideur, mais vraiment laide, hein, c'est pas, oh elle est pas terrible, ou oh, il est moche. Bon, c'était Elephant Girl, vous voyez, c'est-à-dire que dès qu'il la voyait dans un café, il faisait oh, pourvu qu'elle me parle pas, bien sûr elle venait lui parler. Et j'avais fait La Belle et la Bête à l'envers, vous voyez, c'est rigolo, c'était amusant. Et enfin c'est amusant, j'ai adoré écrire ça. Et puis finalement les gens qui le lisaient me disaient finalement elle est pas si laide que ça parce qu'elle est tellement merveilleuse. Et d'ailleurs cet homme il va céder à une femme qui n'osait même pas regarder au début. Donc quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. Mais bien sûr, Rome était, et là on est dans le sujet, un décor incroyable, et il allait très bien avec le sujet. Évidemment qu'une ville peut aller bien avec un sujet, c'est-à-dire, oui je fais ça comme les gens très branchés, c'est-à-dire que Rome, comme mon personnage était très dandy, évidemment que le dandysme et Rome c'est parfait, parce que c'est délicat, parce que la nourriture est bonne, parce que même le café est délicieux, les promenades dans les Trastevere sont magnifiques et tout ça, donc évidemment, et puis Stella, en tout cas ça allait bien avec, comme je pense que l'Escalier du Paradis va bien avec une descente aux enfers, parce que San Francisco est une ville en escalier, est une ville où il y a 40 collines. Donc évidemment, il y a des sujets où l'endroit, ça se pose là, quoi. Ça va bien avec l'endroit. Et puis le prochain roman que j'ai fini, ça va s'appeler Je reviendrai à Scarborough, il se passe à Londres, que je connais un peu. Et bonjour. Dans les one-man shows, ils font alors Paris va être garé, tout ça va. T'étais chez ta maîtresse. Le prochain s'appellera Je reviendrai à Scarborough. Il se passe à Londres et je connaissais de Londres, mais j'y suis revenu il n'y a pas longtemps, là, il y a un mois après avoir écrit le roman. Mais il se passe aussi à Scarborough où je ne suis jamais allé. Donc je vais maintenant aller à Scarborough. C'est dans le nord, hein, c'est le Royaume-Uni, c'est le nord du Royaume-Uni, le Yorkshire du Nord, pardon pour l'expression, et je vais vérifier ce que j'ai écrit. Comme je vous le dirai, je vous l'avouerai à la fin, j'ai été à San Francisco vérifier. Et c'est ça qui est rigolo, et c'est là que la créativité, c'est un truc dingue. Mais je sais que quand je vais aller à Scarborough, comme quand je suis allé à San Francisco, je vais vivre un truc qui est une chance pour nous, quand on écrit, c'est que je vais rentrer dans mon roman. Parce que le lieu, je l'ai tellement rêvé, je l'ai tellement vu sur Internet, j'ai tellement de vidéos, j'ai vu tellement de trucs Google Street, je sais que la boulangerie, elle est rouge, et que le port, il y a une statue d'une sirène à tel endroit, etc. Et tout d'un coup, je vais être près de la sirène, je vais faire « Ouah, elle est là, la sirène », quoi. Voilà. Et ça, c'est... Je sais pas, c'est comme peut-être si avant de naître, on nous dit, voilà, tu vas aller sur Terre, tu verras, il y a la Pampa, il y a des déserts, il y a Paris, il y a Notre-Dame, c'est très joli, et tout d'un coup, on y est. Peut-être que c'est ça, je sais pas, vous ne le savez pas non plus. Peut-être qu'on est prévenu, peut-être qu'on est on vit en immersion, peut-être qu'on est en train d'écrire notre propre roman, peut-être que nous avons nous sommes documentés, peut-être, hein, j'ai une dame qui acquiesce, peut-être qu'on s'est beaucoup documenté avant d'arriver ici. Hein, maintenant on est là, on fait. Ah, c'est pas du tout comme Madoc.
non, j'avais pas mis les impôts, par exemple, j'avais pas mis elle me trompera, j'avais pas mis 4 gosses, c'est beaucoup. Enfin voilà, on a beau se documenter, le roman n'est pas toujours le même. Bonjour. N'est pas toujours le même que celui qu'on pense. En tout cas, donc, on a beaucoup de chance, et on a beaucoup de chance parce que, à d'autres époques déjà, quand on s'appelait Stendhal ou Balzac ou Flaubert, c'était plus difficile d'écrire en voyage, il fallait des plumes, il fallait des encriers. De nos jours, un petit carnet Moleskine ou d'une marque moins connue et un bon roller, pas des bics, hein, mais un bon roller. Ça marche. Un ordi, ben c'est dingue. Voilà. Moi, je prends souvent mon Mac avec moi, c'est incroyable. Moi, j'ai commencé à écrire sur une machine à écrire. Hein. Je suis désolé, je suis né en 60. Déjà, trimballer la machine à écrire, ça aurait été un peu chiant. Ce que faisait Henri Miller, parfois, il écrivait à la machine au café, à la rotonde, etc. Mais c'est quand même un gros machin. Et puis surtout, on a de la chance aussi parce qu'on n'est pas pianiste ou peintre. Quand on est peintre, voilà, il y a sûrement qui peigne ou qui joue de la musique. Voilà, c'est dur de balader son piano, c'est dur d'avoir des toiles avec soi, d'avoir des tubes et des crayons et des machins. L'écrivain, il est libre. C'est notre merveille, c'est notre honneur, c'est notre miracle de pouvoir aller quelque part et puis d'être à la fois peintre, musicien et metteur en scène de cinéma, parce que je trouve qu'un roman, c'est de la mise en scène de cinéma. En tout cas, moi, ce que je veux, c'est que les gens voient ce que j'écris. Je m'en fiche, je le dis souvent, mais si on me dit « j'ai lu ton dernier roman, putain, il est bien écrit », moi j'ai envie de me suicider. Hein. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas rentré... C'est bien qu'il soit bien écrit, bien sûr, mais le style, il doit servir l'œuvre. Les mots, ils servent à voir les choses. Ils ne servent pas à... Oh, il y a des jolies phrases, j'aime bien ta métaphore, mais je m'en fiche de ma métaphore. Ce que je veux, c'est qu'elle serve l'histoire, qu'elle soit là pour uniquement voir les choses. Si vous allez voir un concert de Mozart dans une église ou n'importe quoi, ou un concert de qui vous voulez, de Led Zeppelin, justement, vous vous asseyez, ça commence, vous voyez pas des notes qui se promènent, vous voyez pas la partition, vous la voyez pas. Vous entendez des émotions, vous entendez un riff de guitare, un élan de violon. Donc les mots, dès que la personne ouvre le roman, les mots, il faut qu'ils disparaissent. Hein. Alors là, que ça soit de l'immersion ou pas de l'immersion. Ils doivent voir une maison, un paysage, une bagnole, comment le mec est habillé, voilà, un chien qui passe. Mais les mots, s'ils voient les mots, c'est fini. C'est comme si vous êtes au concert, vous voyez les notes de musique, ah, il y a une double croche, mais on s'en fiche. Ce que je veux, c'est que tu pleures, que tu ris, que tu sois pris par ce que je te raconte. Alors donc, quand vous écrivez vos romans, alors certains ont peut-être publié, pas d'autres, certains sont peut-être très avancés, certains auront écrit une page, certains rêvent d'écrire cette première page. On en parlait l'autre jour, les premières questions, c'est à quelle personne j'écris, je ou il ou elle, ça c'est énorme, et est-ce que j'écris au passé ou au présent, énorme. Mais bien sûr, ensuite, ça c'est déjà des choix de début incroyables, parce que si vous êtes je à l'imparfait ou elle au présent, on est dans... Tout votre roman va être transfiguré, va être modifié, ça n'aura rien à voir. Rien à voir. Le présent donne beaucoup d'énergie, le passé permet beaucoup de choses, mais quand vous parlez, si vous faites un flashback au passé, déjà vous avez des plus que parfaits, voilà, ça vous décale. Plus vous êtes dans un truc moderne, la modernité, puisque c'était pas le cas de l'écriture classique du 19e par exemple, c'est d'être au présent la première personne. Évidemment que la première personne est facile parce qu'elle vous permet l'identification du lecteur. Dès qu'on est je, moi j'adore être dans la peau d'une femme pour la seconde fois comme dans ce bouquin, mais ça y est, dès qu'on est je, la personne qui lit, elle est la personne qui parle. Et ça, c'est un peu immédiat. Et puis comme vous n'êtes pas Deus ex machina, puisque le personnage ne sait que ce qu'il voit, que ce qu'il dit, que ce qui se passe, vous pouvez créer ce qu'on appelle des ironies dramatiques, et donc qu'il y ait des choses que le personnage ne sait pas, mais qu'il craint, dont il a peur, alors que quand vous êtes à la troisième personne, c'est très dur de dissimuler quelque chose au personnage, mais vous ne pouvez pas le dissimuler au lecteur. Donc voilà, ce sont des choix très importants. Pour venir à notre sujet, qui est que le choix comme on disait, où et quand, où se passe le roman et quand, en fait, c'est énorme. Et c'est vrai que moi, j'ai fait de la prose sans savoir, comme M. Jourdain, mais je m'aperçois maintenant où j'ai situé mes romans, en fait, c'était énorme. Et maintenant, je le fais en conscience, puisque San Francisco, ça a été fait en conscience, et je vous raconterai comment. Mais en fait, c'est dingue, parce que ce n'est pas la même couleur. Évidemment que si le personnage, il habite Via Cavour, à Rome, ou s'il habite sur Bush Street, à San Francisco, déjà,
la sonorité vous emmène ailleurs. Déjà, si elle s'appelle Stella Finzi, ou s'il s'appelle Lucas Fischer, déjà, vous êtes dans autre chose. S'ils vont déjeuner sur Pop Street, comme ils le font, ou si on va déjeuner dans le Trastevere, ce n'est pas la même chose. Déjà, vous mettez une couleur sur votre toile qui donne une espèce d'exotisme au lecteur et qui, de toute façon, l'emmène un peu. Donc, je serais tenté de vous dire que écriture en immersion, c'est-à-dire située dans un pays qui n'est pas celui que la plupart de vos lecteurs habitent, je ne dis pas que c'est que vous gagnez un point, mais vous en gagnez au moins la moitié d'un. Parce que ce que vous voulez, c'est quoi? Quel est le but quand vous écrivez? Le but principal, non pas qu'on vous dise que vous écrivez bien, mais qu'on vous dise, putain, c'est quoi le compliment ultime? C'est j'ai lu ton bouquin dans la nuit, je l'ai dévoré. Ah non mais vraiment, excuse-moi, mais putain tu m'as pris, mais elle m'a énervé, mais lui, remarque, il est horrible. Voilà. Ce qu'on veut, c'est comme Geppetto qui fait Pinocchio, si le personnage reste en bois, ben c'est un pantin. Ce qu'on veut, c'est que ce ne soit pas des pantins. Et ce qui est dingue, c'est que c'est même pas du bois, c'est des mots. Des mots, ça sert à faire des listes de courses, ça sert à faire, ça sert à faire des petites notes, des RG par exemple. Mais grâce à des mots, les gens se disent, il m'énerve le mec. Waouh! En fait, hein, c'est dingue, hein, c'est dingue. En fait, j'avoue, même, j'arrive au 10e bouquin, j'en suis encore à me dire, t'es arrivé à faire ça où on te dit, tu m'as énervé avec ce personnage. Donc c'est dingue. Déjà ça, c'est fou. Mais lorsque vous mettez un pays étranger, une consonance, un nom de rue, un nom de quelque chose qu'on mange, faut pas que je bouge trop de, hein, dis-moi que... Il me regarde du genre, putain, il bouge tout le temps. Déjà, vous amenez un décalage dans l'esprit du lecteur qui fait qu'il est dans quelque chose qui va l'aider à se plonger dans quelque chose d'inconnu. Même si on connaît New York, dès que ça se passe à New York, dès que ça se passe à... Mais ça peut se passer à Tokyo, ça peut se passer... Voilà. Déjà, le lecteur, il est plongé dans un imaginaire et qui l'oblige à une mécanique d'esprit qui l'amène à croire à... Voilà. Et en plus, on adore que le mec mange des pâtes à la machin truc, parce qu'on les fait très bien dans ces restaurants de Rome. On peut apprendre des choses aux gens. En plus, on peut apprendre des choses nous-mêmes et les apprendre aux autres. Donc, je dirais que déjà... vous permettez d'accrocher les gens par cette sorte d'exotisme, on pourrait dire, parce que même New York c'est exotique, c'est pas forcément l'exotisme, pas forcément des palmiers et la mer. Donc vous risquez fort de croire vous-même à votre histoire si vous la situez ailleurs. Enfin, il me semble. Ensuite, écrire, de toute façon, c'est toujours une immersion, parce qu'il me disait, on va faire un truc sur l'immersion, mais l'immersion, elle y est toujours. Vous êtes immergé en vous-même. Et même, par exemple, vous habitez ici à côté, dans le petit hôtel particulier, je vous souhaite, d'ailleurs, j'aimerais habiter là, rue Claude Bernard, bon. Même si ça se passe rue Claude Bernard, même si votre roman, vous le démarrez dans le pub en face, ça ne sera pas le pub. C'est comme, vous savez, la pipe de Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Bon, les gens... en fait, ça veut dire... non, pas une pipe, c'est l'image d'une pipe. Ça ne sera jamais une pipe réelle, parce que c'est l'image. Bon. Même si je décris le pub où j'ai pris un café avant de venir, ça ne sera jamais le pub. Parce que je ne vais pas le décrire assez parfaitement. Et il n'est pas question de le décrire parfaitement. Par exemple, dans le pub en face, il y a une très belle... il y a une fresque, comment ça s'appelle? Un vitrail. J'ai demandé au type, comment ça se fait, vous avez un vitrail, il l'a fait faire par des... Bon. Si je décris le lieu dans un roman, je vais mettre le vitrail, mais je ne vais pas mettre tout l'endroit. Comme si vous déplacez votre roman dans un pays étranger, ça sera quoi le risque absolu? Mais le risque absolu, et j'ai failli tomber dans le piège pour une pièce de théâtre sur Mozart, je vous dirai pourquoi, c'est qu'il ne faut surtout pas faire un guide du Routard ou du Petit Futé ou un guide Michelin. C'est ça le risque. Le risque, c'est d'aller dans un endroit, je prends plein de notes, comme Flaubert l'a fait en Italie, comme certains l'ont fait, sauf que Flaubert, le résultat était sublime. Et puis après, vous allez voir, je connais bien l'endroit, vous allez voir, je vous le décris, vous allez vraiment... Mais sauf que c'est le décor. Ce n'est que le décor, c'est l'histoire qui compte. La grande question, j'ai pas de réponse. C'est, est-ce que telle histoire qui se passe à San Francisco se passerait de la même manière à Paris? C'est ça le grand mystère. Est-ce que ça nous inspirerait, nous, autant
si ça se passait à New York, San Francisco, que dans la Creuse ou dans le Lot ou dans le Lot-et-Garonne ou dans l'Aveyron ou à Nice. En fait, c'est très dur de le savoir. Il y a beaucoup d'exemples que je vous citerai après, de gens qui ont écrit des romans, qui ont été des romans sublimes, soit ils y sont allés, soit ils y sont pas allés. Il y a une anecdote que j'aime bien, que je servais avant d'aller à San Francisco, parce que je vous dirai la vérité après, mais bon, je vous la suggère, j'avais écrit avant d'y aller. À chaque fois, mais t'es jamais allé à San Francisco, mais comment ça se fait que t'écris sur San Francisco? Enfin bon, c'était des hommes blonds, hein. Donc j'y suis allé déjà pour dire, bon, vous allez arrêter de m'emmerder, maintenant je vais aller à San Francisco, mais en plus j'ai adoré San Francisco, je suis tombé amoureux de cette ville, etc. Mais je leur servais cette phrase de Blaise Cendrars. Blaise Cendrars est un immense auteur. Il a écrit un bouquin sublime qui s'appelle Le Transsibérien. Bon, ce Transsibérien, ce train incroyable qui traverse la Russie, bon, et qui est vraiment, et on s'y croirait. Et dans un dîner un peu mondain, où il allait quand même parfois, une dame lui dit « Vous l'avez pris quand, le Transsibérien ?» « Mais jamais, madame. Mais comment vous avez pu l'écrire ? Madame, l'essentiel, c'est que moi, je vous l'ai fait prendre. » Et en fait, c'est ça. En fait, votre cuisine, on s'en fiche. Le résultat, c'est ça qui compte. Et qu'on y soit allé ou pas, le résultat, c'est qu'on croit que les personnages y sont. Et croyez-moi, si vous avez un cerveau qui fonctionne normalement et si vous êtes un peu créatif, vous pouvez cet après-midi, d'ailleurs ça sera la consigne d'écriture, écrire 3 pages qui se passent à Tokyo ou à Marrakech ou à Vladivostok sans y être allé. Parce que de nos jours, c'est dingue. Parce que je vous jure que, par exemple, là où travaille mon personnage masculin, une petite boutique vintage de High Street, dans le quartier hippie de San Francisco, ben, quand j'y suis allé, j'étais dans mon roman parce que je n'ai rien changé. Parce que la devanture du Vasteland, ça s'appelle le Vasteland, boutique vintage chère. Je voulais m'acheter un souvenir, mais enfin, toutes les vestes étaient à $200, enfin c'est du vintage cher. Mais ce qui est bien, parce qu'il fallait qu'il bosse dans une boutique chic. Mais la devanture, qui ressemble un peu à une devanture de fête foraine, je dis, bon, je l'avais vue en photo. Et puis ensuite, j'étais allé sur le site de la boutique, donc je voyais l'intérieur de la boutique. Donc, et puis il y avait même des détails, je voyais même ce qu'ils vendaient et le prix de leur jean à $10 000 et tout ça. Donc l'endroit, je le connaissais. Donc c'est vrai que quand je suis arrivé devant le Vasteland, j'ai fait « Waouh, tu y es, c'est là où bosse Lucas, mais c'est dingue. » Enfin voilà, j'avais le cœur qui battait, comme vous allez voir après dans d'autres endroits. Puis quand je suis entré, mais je savais qu'il y avait un canapé à l'entrée, avec d'ailleurs les jeunes filles qui vont venir admirer le vendeur, elles s'assoient sur le canapé comme ça, parce qu'il est super beau, mon personnage. Mais rien ne m'a surpris. Ce qui fait quoi ? J'ai rajouté quoi ? Rien. C'est ça qui est merveilleux. Donc il y a l'histoire de Blaise Cendrars, que j'aime beaucoup, bien sûr, sur voilà, l'essentiel, quoi que vous fassiez, que vous écriviez la nuit, que vous écriviez le jour, que vous écriviez ivre-mort, bon, je ne le souhaite pas parce que le foie est quand même fragile, que vous écriviez seul comme une âme en peine, que vous écriviez avec plaisir, que vous écriviez en pleurant, c'est le résultat qui compte. La fin justifie les moyens. Mais vraiment, que vous écriviez en 3 ans ou en 1 mois, mon dernier bouquin, je l'ai écrit en 4 semaines. Alors évidemment, mon éditrice m'a dit « J'ai quand même vu quelques coquilles. » Je fais mais sinon l'histoire, tu as bien aimé. Là, faut pas... Non mais ça rend dingue, parce qu'en fait on est des gosses. Hein. Moi je suis un enfant, je ne sais pas vous, moi je suis Peter Pan. C'est-à-dire que quand j'ai fait un boulot, je veux qu'on me dise que c'est bien. Mais donc voilà. Mais si j'avais dit j'ai écrit en 3 ans, elle me dit « Putain, c'est un chef-d'œuvre. » Bon, bref. La mauvaise foi de l'éditeur, mais je l'adore, hein, parce qu'elle m'a beaucoup poussé, elle m'a beaucoup aidé, je vous raconterai tout ça après. Ce qui est marrant avec les voyages... Ce qui est marrant avec les voyages, c'est qu'en fait, on peut écrire, par exemple celui-là, j'en ai écrit un peu à Nice, un peu à Paris et un peu à Cadaqués. Et ça se passe à San Francisco et à Monterey, un peu dans le sud. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aller à Acapulco et écrire un roman qui se passe à Londres. Le voyage, ce qu'on appelle l'immersion, c'est pas forcément, Guilhem est en train de se dire, il ne suit pas du tout son conducteur, mais pas du tout. Ça sert à quoi qu'il écrive des trucs, il me le donne, donc je coche à mesure, alors qu'il a déjà dit ce qu'il allait dire. Mais c'est horrible, ce mec, on peut lui faire confiance. En fait, l'immersion, c'est aussi aller quelque part pour déclencher en vous le phénomène de l'écriture. Parce que c'est quoi l'essentiel ? C'est de bosser, d'écrire, de créer. Je me suis vu souvent dans d'autres endroits, écrire sur un autre endroit, mais j'étais inspiré parce qu'il y avait la mer, ou parce qu'il y avait la campagne, ou parce que dans une super baraque ou un petit Airbnb où je me sentais bien.
Ce qu'il faut, c'est déclencher l'écriture. Alors ensuite, que vous décriviez l'endroit où vous êtes, certes, mais encore attention, pas un guide Michelin. Pourquoi pas? Disons que le voyage, c'est votre liberté. Alors évidemment, ça dépend des vies privées. Si on a 25 enfants, 3 maris, bon voilà, et 25 chiens et 52 belles-mères, c'est un peu compliqué de faire exactement ce qu'on veut quand on veut. 52 belles-mères, c'est beaucoup, j'ai un peu exagéré. Mais bon, évidemment, n'oubliez pas, je vais vous dire un truc, ne le dites à personne. Hein, ne le dites à personne. Arrête d'enregistrer. Arrête d'enregistrer. Pour écrire, il faut être un peu égoïste. Ça. Bravo. Qui a dit bravo? Ah, ouais. Vous l'étiez déjà avant ou vous l'êtes devenu en écrivant? Non, c'est en fait, Henri Miller le disait, j'adore Henri Miller, d'ailleurs Henri Miller, auteur de La crucifixion en rose, Sexus, Plexus, Nexus, évidemment Tropide du Cancer, Tropide du Capricorne, je vais en reparler parce que voyage en immersion, écriture en immersion. Henri Miller disait, pour écrire, j'aurais tué père et mère. Bon, ses parents étaient un peu chiants en plus, bon, ils voulaient l'empêcher d'écrire et tout ça. Henri Miller, après avoir écrit la plupart de ses chefs-d'œuvre, il revenait à New York et sa mère lui disait « Il faudrait quand même que tu aies un vrai métier, tu sais, c'est quand même... » Donc, vous l'imaginez. Donc, si ma mère me le dit, je le prends pas mal parce que je pense à Henri Miller qui était bien meilleur que moi, donc voilà. Mais voilà, il aurait tué tout le monde. C'est une expression, bien sûr. Il a tué personne. C'était un mec généreux et merveilleux. Mais c'était une priorité. C'est-à-dire vous n'allez pas entrer en religion, c'est pas non plus un truc, vous allez avoir plus de vie, etc. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a eu beaucoup de conneries qui ont été dites. Même Hemingway a dit des conneries. Il disait, quand on écrit, surtout pas de rapport sexuel. Je suis désolé. Hein. Peut-être de mauvais rapports sexuels, mais non. Ben oui, si c'est pas bien, le temps qu'on s'excuse auprès de la personne, qu'on va pas la revoir, déjà ça prend du temps sur l'écriture que vous allez faire, et elle, où il va venir frapper à votre porte, non, je suis en train d'écrire, oui, mais c'était bien l'autre soir, bon, etc. Donc effectivement, donc c'était une bêtise dingue, parce qu'au contraire, c'est la circulation de l'énergie. Je vais vous dire, c'est la même énergie, je l'ai compris très vite, c'est la même énergie, c'est une énergie, on va dire, vitale, pour rester pas trop précis, pas trop chirurgical. C'est une énergie vitale. Donc Hemingway a dit quelques bêtises, mais lui aussi, comme Henri Miller, a vécu merveilleusement une écriture, je devais le dire plus tard aussi, une écriture en immersion, parce qu'il a écrit par exemple ce chef-d'œuvre que je relis parce que c'est tendre, parce que c'est la ville que j'aime, etc. Ce livre, vous savez, qui a été remis à l'honneur au moment des événements du Bataclan, etc. Vous vous rappelez quel livre d'Hemingway a été mis à l'honneur? Paris est une fête, qui est Paris Feast, qui est une merveille. D'abord, c'était une très belle idée de le remettre à l'honneur au moment des événements du Bataclan et des terrasses. Et parce qu'il raconte un Paris qui n'existe plus, il habite à Mouffetard, il habite à la Contrescarpe, il y a une plaque, hein, si vous voulez voir où il habitait, hein, vous connaissez, en haut de la rue c'est pas Mouffetard, c'est la rue de la Contrescarpe, en arrivant à la place de la Contrescarpe. Il y a une plaque. Et Hemingway, il partait le matin à 8h, comme il n'avait pas beaucoup de fric, il allait pêcher dans la Seine, il partait avec sa canne à pêche, il descendait jusqu'à la Seine et il remontait faire cuire le poisson avec sa femme qu'il avait. Donc c'était quand même une autre époque. Et il décrit bien sûr les vers qu'il prend au Ritz avec Francis Scott Fitzgerald, et on voit les échanges qu'ils ont tous les deux. Enfin voilà, si vous lisez ça, je vous conseille d'ailleurs de lire ce livre, mais aussi, de lire aussi la correspondance des écrivains, comme celle de Scott Fitzgerald avec Hemingway, qui est une correspondance qui donne envie d'écrire, parce que contrairement à notre époque où les écrivains sont un peu dans leur truc à eux, voilà, chacun un peu de son côté, je vous le dis franchement, il n'y a pas un énorme corporatisme entre les auteurs de nos jours, il y a, t'as vu, moi je suis passé à C'est à vous, voilà, bon, on en est un peu là, hein, tu crois que je vais faire le 20h, voilà, on parle un peu boutique, alors que dans les correspondantes de Fitzgerald et Hemingway, ils se donnent des conseils, mais c'est dingue. Bon, j'ai lu ton manuscrit, bon, Tendre et la nuit, pas mal comme titre, je pense que ça peut marcher. Mais mais pourquoi elle danse, hein? Voilà, mais les mecs, ils se lisaient vraiment les uns les autres et ils bossaient. Bon. Je dis ces deux exemples déjà pour parler de cette circulation d'énergie et de créativité, mais aussi parce qu'Hemingway a été bien sûr influencé par Paris, il était vraiment en immersion, et c'est vrai que par exemple Paris est une fête n'a rien à voir dans sa facture, dans son style avec En avoir ou pas, ou Le vieil homme et la mer, ou tous les chefs-d'œuvre qu'il a pu écrire, ou Pour qui sonne le glas. On est dans quelque chose qui est un peu parisien.
Vous savez qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'Américains qui vivaient à Paris, bien sûr. J'ai la chance d'habiter pas loin de la rue de Fleurus. Il y avait le salon de Gertrude Stein, avec Ezra Pound qui venait, avec bien sûr Joyce. Et tous ces Américains, et Fitzgerald et Zelda, venaient chez Madame Stein se rencontrer. Ils étaient aussi chez Sylvia Beach à la librairie Shakespeare & Co. Et effectivement, tous ces Américains étaient un peu déracinés, ils se retrouvaient entre eux, mais Paris les a énormément influencés. Alors, je ne sais pas si ça a influencé Joyce, parce que j'avoue qu'Ulysse, je n'ai toujours rien compris, mais en tout cas, certains l'ont compris, surtout ceux qui ne l'ont pas lu, je pense. Voilà. Donc, c'est un plaisir double. Vous pouvez de toute façon voyager pour l'écrire en endroit qui ne sera pas dans votre livre, mais quoi qu'il en soit, le voyage... Bonne récupération de santé, monsieur. Le voyage sera pour vous une ouverture, parce que quand je dis que c'est pas une religion, mais c'est vrai qu'il faut être un peu égoïste. Il faut trouver ce qui vous aide à travailler. Il faut que vous trouviez quel est votre rythme circadien, par exemple. Est-ce que c'est le rythme circadien? Voilà, moi je sais que je suis du matin. J'en blaguais tout à l'heure, à 7h du matin, j'étais à la piscine ce matin, moi. Bon, il n'y a que des dingues comme moi, à 7h du matin à la piscine un samedi, il y a quelques égarés. Mais il faut dire qu'après, à 8h, je suis hyper bien et tout ça. Je sais que moi, j'écris le matin, si je dois écrire un chapitre le soir, il va être nul. Parce que voilà, vous avez vos rythmes. C'est souvent ou le matin, ou l'après-midi, ou le soir, ou la nuit. Si vous êtes de la nuit, écrivez la nuit. Voilà, mais ça, il faut le trouver. Il faut trouver, en effet, où vous êtes bien. Il y a beaucoup de participants avec qui j'ai fait des objectifs manuscrits ou des ateliers qui m'ont dit « Ah, mais chez moi, il y a ça, il y a ma voisine qui joue du piano, il y a mon mari qui... » Je dis « Mais allez au café !»« Ah ouais, oh, c'est pas con. » Bah oui, allez au café. Et vous pouvez écrire. Bah oui, mais ça a l'air de rien. Mais parfois, les gens, vous savez, ils n'osent pas... Pour écrire, je ne vous connais pas, hein, donc peut-être que vous êtes tous déjà hyper libres. Pour écrire, il faut vous libérer de beaucoup de chaînes. Hein. Vos chaînes amoureuses, familiales, machin, il faut leur dire, là, pendant 3 heures, vous me foutez la paix. Mais vraiment, je vous jure, hein, je le dis, je l'ai dit, je le répète, parce que il faut que votre entourage, s'il y en a un, si vous êtes hyper seul, ben voilà, c'est réglé, que votre entourage joue le jeu. Elle se marre, mais vous êtes seul. Il faut que votre entourage joue le jeu, parce que d'abord c'est votre vie, parce que écrire un roman c'est merveilleux, parce que le finir c'est merveilleux, parce que ça peut changer votre vie si vous faites un succès. Bon. Mais par exemple, prendre son cahier ou même son ordi, les ordis ne sont pas lourds de nos jours, et écrire dans un café, et j'en profite pour bouger quand il n'est pas là, trop tard. Vous êtes déjà en immersion, l'air de rien. C'est déjà un voyage. Moi, je suis dans le 6e, j'ai du pot, vraiment. J'ai pas un grand truc, mais je préfère être là qu'à Pétarouchnok, au fin fond de je sais pas où, de la Creuse. Bon, voilà, je suis un peu snob peut-être, mais j'adore les beaux quartiers, parce qu'il y a une âme que j'arrive à choper. Quand je passe rue de Fleurus, j'ai l'impression que je vais croiser Hemingway, Fitzgerald et Ezra Pound. C'est vrai, je les ressens. Et quand je vais au café, déjà, je suis en immersion dans autre chose. Je suis déjà hors de chez moi. J'ai pas le poids de chez moi. Parce que pour finir, il faut vous libérer de tout ce qui peut vous oppresser autour de vous, ne serait-ce que pendant le laps de temps où vous écrivez. Les gens, foutez-moi la paix. Il faut être intransigeant. C'est le prix de votre joie, de votre bonheur et de votre réussite. Mais il faut aussi vous libérer des impossibilités qui sont là-dedans. Hein. Parce que des parents nanana, des maris nanana, des femmes nanana, des enfants nanana, des cousins nanana, il y en a plein là-dedans, imaginaires. Hein. Imaginaire, on est notre propre femme, notre propre mari, on est notre propre chien qu'il faut faire sortir, des boulets, on en a plein la tête qui n'existent pas. Donc il faut déjà les identifier, ou au moins se dire, il y a des boulets, je ne sais pas lesquels, je n'ai pas fait 20 ans d'analyse lacanienne, mais je sens qu'il y a des petits barrages. Parce que, je crois que Fitzgerald l'a dit, plein de gens l'ont dit, dès que vous voulez écrire, plein de choses ont l'air de vouloir vous en empêcher. Déjà vous n'êtes pas toujours votre propre ami, et puis l'entourage, mais il y a toujours un truc, on peut toujours, oh je suis un peu malade, oh ben là faut ma feuille d'impôt, il y a toujours un truc, la voiture au garage, mon vélo est crevé, il y a toujours un truc. Donc moi j'ai toujours beaucoup souri quand je parle avec mes participants, d'entendre leurs excuses. Je t'ai rien envoyé cette semaine, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Bon. Des excuses mais des trucs... donc je ris, et comme ils voient que je ris, ils font bon, je sais, j'aurais pu travailler quand même. Parce que, ça c'est une parenthèse, on n'est pas dans le sujet, mais parfois les gens me disent, parce que ça c'est valable pour l'immersion, pas l'immersion, me disent, j'ai pas eu d'idée pendant 15 jours. 15 jours sans idée,
Vous étiez dans le coma. Et je leur dis, ben oui, sans des idées, au moins j'ai eu l'idée d'aller acheter du pain, je sais pas, enfin bon. Mais est-ce que vous êtes assis devant un cahier ou un ordi pendant ces 15 jours? Et si oui, pendant combien de temps? Mais même une heure en 15 jours. Assis, du genre, alors il se passe ça, qu'est-ce qu'il pourrait... Allez, il achète un vélo. Non, il achète une moto. Et on y va. Mais ils sont beaucoup de gens, pensez-y, si vous n'êtes pas encore arrivé à réaliser quelque chose, ils sont là, ils sont en train de faire des trucs, ils vivent leur vie, ils font des trucs. J'ai pas d'idée, il faut que je te trouve un truc pour un atelier, là, putain, j'ai l'atelier vendredi midi, là, putain, ouais, je viens à la fête ce soir, bah, tu m'étonnes, attends, on fait un cadeau à Karine, c'est un cadeau global ou j'achète un truc de mon côté? Cadeau global, c'est combien? 200, je fais un cadeau de mon côté. Ça, c'est pas dans le conducteur. Il se dit dernière masterclass avec Chris Phillips. C'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais mis dans la position d'écrire. Ils se sont dit j'y arrive pas, j'ai pas d'idée, il faut que je le fasse. On se croirait en 6e. Mais est-ce qu'ils se sont pas assis dans un café, mais même entre 14h et 16h, à ne rien faire, en prenant des petites notes de rien du tout, et tout d'un coup ça viendrait. Ça viendrait. Tout à l'heure, il y a une dame, je lui dis, j'adorais écrire en marchant. Je ne sais pas, c'était à qui. J'ai dit à une dame, j'adorais... parce qu'en marchant, j'ai plein d'idées. Parfois, je m'arrête, j'ai perdu mon idée. Bon. Surtout, vos idées, il faut les marquer tout de suite. Hein. Tout de suite. Sinon, l'idée, elle se barre. Hein. Parce que les idées, c'est cher. L'idée... moi, j'ai publié là 12 romans. J'ai eu 12 idées. En 40 ans. Non, j'ai eu 12 idées. C'est... Pas gentil de rire, je croyais qu'on était amis. 12 idées, qu'est-ce que c'est dans ma vie, alors que je rêvais d'écrire à 18 ans? C'est pas grand-chose. Mais j'ai eu 12 idées, j'en ai eu sans doute 200 des idées, voire 300. J'ai un truc de notes dans mon téléphone avec des idées possibles de pièces et de romans. Mais une idée, et c'est là que le bas blesse, que c'est dur, n'est pas une histoire. Et ouais. C'est la grande différence. Beaucoup de gens, maintenant, on sait que j'écris, hein, oh, tu sais, j'ai une idée de roman. Je dis, oui, mais c'est pas une histoire. Une idée, c'est, il arrive ça, élément déclencheur, donc il se passe ça, qui va entraîner ce climax très très étrange, et qui va faire une redescente. Mais évidemment, pas chez Rob Grillet, moins chez Marguerite Duras, moins chez certains, et j'adore Duras. Mais, clin d'œil, mais... il y a un auteur qui s'appelle Yves Lavandier qui a écrit un bouquin sur la dramaturgie qui m'a beaucoup... vous connaissez? Bon, voilà, il y en a qui connaissent, c'est une Bible, hein, une Bible. D'ailleurs, on s'en fout, mais je suis ami Facebook avec lui. Il m'a répondu, j'étais hyper content, parce que je lui ai dit, dès que j'ai lu votre bouquin, j'ai écrit ma première pièce, Virage, qui a été jouée par Catherine Arditi, mais la semaine d'après. Parce que dedans, il y a des conseils de dramaturgie, hein, le climax, le paiement, le cliffhanger, l'élément déclencheur, etc., où on se dit, ah ben ouais, bien sûr, ah oui, parce qu'en fait, Jean Renoir le faisait dans ses films, Les Enfants du Paradis, oui, Voyage au bout de l'enfer, le film, oui, Flaubert le faisait, Balzac le faisait, John Irving le fait, Stephen King le fait, les plus grands le font. Donc soit vous avez ça en vous déjà comme un truc inné, hein, soit... ce genre de bouquin, surtout Lavandier, Mackie beaucoup aussi, mais Lavandier, vous faites ah, mais oui, j'ai droit à tout ça. Si vous avez plein d'outils possibles, je vous conseille Yves Lavandier, la dramaturgie. Vraiment, il est un peu cher, mais il doit être sur Rakuten, pas cher, vous voyez tout ça. Vous allez avoir des outils possibles, ce qui fait que quand vous êtes en écriture, vous vous dites « Ah, mais là, je peux mettre un coup de théâtre, là, je peux mettre un nouvel élément déclencheur, là, mon climax, il n'est pas assez haut. » C'est-à-dire de connaître les termes techniques que les Américains, beaucoup, Mackie a mis des mots sur les choses, et Lavandier les a repris. Ça donne quand même, c'est vrai, alors on aime ou pas, mais des séries comme Game of Thrones... Je pense que si M. Shakespeare était là, qui voit Game of Thrones, il dirait, les mecs, chapeau, voilà, eh ouais, c'est du Shakespeare quand même, je suis désolé. Les dialogues étaient magnifiques, et il y avait un rebondissement, toutes les 30 secondes, il y avait une tête qui volait, voilà. C'était dingue, hein, c'était dingue. Donc, n'ayez pas peur de lire des choses techniques, parce que la littérature, ce n'est pas que du rêve, c'est de la technique.
J'ai blagué avec quelqu'un, je sais pas où il est le monsieur, je faisais un peu le pitre, avant que vous arriviez, je faisais un peu d'humour, alors que là, devant vous, je suis extrêmement sérieux depuis tout à l'heure. Mais je trouve qu'en France, pour avoir rencontré Douglas Kennedy de temps en temps et tout ça, on se prend très au sérieux. Non mais franchement, on se prend très au sérieux. Les comédiens, pareil. Moi, je fais des là, les comédiens français. Mais calme-toi. Tu passes en Belgique, on ne sait même plus qui tu es. Mais c'est vrai, on te connaît là, à Paris, dans le 6e encore, peut-être, voilà, bon. Mais les auteurs français, là, oui, mon roman voulait dire que... Bon, quand c'est Houellebecq, je comprends, qui parle bizarrement, il n'a plus de dents surtout, mais ça t'était pas marqué. C'est méchant. Non, c'est pas méchant, c'est jaloux, parce qu'il vend beaucoup plus que moi. C'est de la pure méchanceté. Non, mais il écrit bien en plus, ce con, mais bon. Comme quoi, on peut être d'extrême droite et aimé par la gauche. Ça, c'est fort, hein. Ça, vous avouerez que c'est le mec qui peut être aimé par CNews et le Flore. Il est fort, le mec. Mais voilà, j'ai terminé sur le sujet, mais de toute façon, j'avais fait le tour, mais voilà. Alors, c'est un prétexte pour voyager, évidemment. J'avais parlé de Stendhal, ça c'est fait. Le danger, c'est de faire un guide Michelin, ça c'est fait. Ça évite l'égocentrisme, ça c'est fait. On est à une période où les gens veulent beaucoup, on le voit beaucoup à l'école des mots. Il y a une grande volonté d'écrire sur soi. Oui, mon chat m'a griffé quand j'avais 8 ans. Regardez, j'ai encore la marque. Je vais écrire un roman de 800 pages dessus, et il y aura plusieurs tomes. Oui, d'accord, mais est-ce que tu es sûr que... Voilà. Parce que quoi que vous écriviez, vraiment la chose que vous devez avoir en tête, alors pas pendant que vous écrivez exactement, parce qu'il ne faut pas vous frustrer, il ne faut pas vous bloquer, déjà qu'il y a tellement de blocages possibles, on en a parlé, mais n'oubliez pas que la base de la chose, c'est est-ce que ce que j'écris intéresse les gens? L'air de rien, cette petite chose qui m'a donné quand même pas mal de boulot, celle-là, 21 €. Ben 21 €, moi dans ma vie j'étais artiste des moments où, bon c'était en francs à l'époque, mais 20 francs c'était pas rien pour moi. Et il y a des gens, aujourd'hui 21 €, ils vont aller à Auchan plutôt, au lieu d'acheter ça. Ils vont aller acheter des pâtes, voilà, bon d'accord. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vivent ça en ce moment. Moi ma vie aussi elle monte, elle descend, ça dépend de mes succès au théâtre, etc. Donc même s'ils dépensent 20 €, ils veulent voir un spectacle. L'avantage, c'est que le cinéma coûte 15 balles, et là, vous le gardez quand même, le bouquin, parce que le cinéma est devenu horriblement cher. Donc, malgré tout, ce qu'ils veulent, quel que soit votre style, que vous vous preniez pour Proust, ou Madame de... Voilà, ou n'importe quel auteur sublime que vous avez aimé, vous êtes toujours dans l'obligation de vous dire, est-ce que ça passe la rampe, comme on dit au théâtre? Est-ce que les gens vont tourner les pages? Est-ce que ça va leur apporter quelque chose de nouveau? L'écrivain, c'est quoi? C'est qui, plutôt? Un auteur, et ça aussi, c'est un merveilleux compliment quand on l'entend. C'est quelqu'un qui vit comme vous, qui est né comme vous, qui a des bras, des jambes, là, certains, pas de dents, mais qui... pure jalousie. Mais la coupe de cheveux est pas mal aussi. Bon. Mais qui mettent des mots sur des sensations que les gens ont. Et très souvent, si vous avez bien fait votre travail, ils vous disent « Ah ouais, là, ça se passe dans tel pays. Hein, certes, mais tu mets des mots sur les choses que j'ai ressenties et je ne savais pas que c'était ça que je ressentais. » Et ça vaut une analyse. Hein, parce que qu'est-ce que fait un analyste? Il met des mots sur des sensations. Il vous écoute 1 heure, après il fait « Nanani, nanana. » Waouh! Et ça y est, ça vous ouvre. Donc ça, c'est une merveille. Alors, quelques exemples dans les... J'ai fini? Non. Ah. Je voulais savoir comment concrètement tu fais dans le show. Comment tu fais? C'est-à-dire? Comment ça se passe, par exemple, quand tu regardes un espace, un endroit? Comment est-ce que ça devient? Alors, ce qui va être... on est déjà à la fin? C'est pour ça que... Ah oui, j'ai pas du tout tenu le conducteur. Ah mais il est merveilleux. Au lieu de me dire, Alain, tu as fait encore trop long, parce que je pensais que j'étais à 20 minutes, tu vois. Donc en effet, on va arriver à la fin. Je voulais juste donc citer des exemples rapides, très vite, mais là pour 3 secondes. Pardon, mais c'est dingue. En fait, on se sent bien, donc voilà. Fitzgerald, par exemple, a merveilleusement décrit la Riviera française d'Entendre la nuit. C'est sublime. Il était en immersion. C'est vraiment pour moi un des exemples les meilleurs. J'adore ce bouquin. J'adore Fitzgerald. J'adore la correspondance avec Zelda. Et c'est vrai que, voilà, la question c'est est-ce que ça change ton style? Non. Parce que Gatsby le Magnifique,
est écrit exactement comme Tendre est la nuit. Dans Tendre est la nuit, il décrit Antibes, la Riviera, Juan-les-Pins de l'époque, ça, on a envie d'y être, etc. Mais c'est décrit comme il décrit, comme il décrit New York, ou comme il décrit ces personnages un peu perdus dans ces merveilleuses nouvelles, dans ces merveilleux romans. Alors, Fitzgerald est un exemple que j'aime beaucoup. Bon, quand Saïgon est décrit par Marguerite Duras, c'est pas grave, ça, de toute façon, je ne l'ai pas dit. C'est une merveille. C'est tout ce que je dis pas à cause de toi. Tu vois ce que tu me fais faire. Hemingway, Paris est une fête, j'en ai parlé. Henri Miller, c'est... Non, mais laisse, je t'en prie, c'est trop tard, on n'aura pas le temps. Merci, mon ami. Henri Miller, évidemment. Ce qui est marrant avec Henri Miller, après j'ai fini, c'est que vous pouvez presque illustrer cette masterclass d'aujourd'hui en lisant Tropique du Capricorne, Tropique du Cancer. Vous avez lu les deux ? Bon, c'est des chefs-d'œuvre de dingue. Moi, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire. Le problème avec des gens comme Miller, madame, c'est que moi, je lisais ça à 20 ans. Pendant 3-4 ans, j'ai écrit comme Miller. Sauf que j'étais pas Miller. Si, j'étais Jacques Miller, qui a un garage à Vesoul, peut-être, mais j'étais pas Henri Miller. C'est-à-dire que les grands, j'ai fait pareil avec Nabokov. À chaque fois que je lisais un écrivain, j'écrivais comme lui. Sauf que ça donnait vraiment rien. Voilà. Il y a un moment où on se dit, je vais écrire comme Alain Tellier, on va se calmer, et ça passera, et ça passe. Bon, mais évidemment... Donc, ce qui est merveilleux avec Tropique du Cancer, Tropique du Capricorne, c'est qu'il y en a un qui est écrit à New York et l'autre à Paris. Et vous voyez que le style est le même. Mais lui a vécu autre chose. Mais le style est le même. Ça ne modifie pas son style. Au lieu de dire j'étais au diner de la 52e rue, il dit j'étais à la Rotonde ou j'étais à la Coupole. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais évidemment, les rencontres qu'il fait à Paris, il les modifie, mais comme il le fait à New York. Donc c'est un... Voilà. Laurence Durel, sublime auteur, ami de Henri Miller, je vous conseille leur correspondance. Laurence Durel, Henri Miller, sublime. Il a beaucoup écrit en Grèce, à Corfou, et quand il décrit Corfou, c'est sublime. Mais ce qu'il a fait de plus beau, c'était l'Équateur d'Alexandrie. La plupart du temps, il n'était pas à Alexandrie. C'était son Alexandrie à lui. Et puis Nabokov, alors là, pour finir, là, on est dans le nec plus ultra. Nabokov, alors lui, il a écrit en anglais, il a écrit en américain, c'est à peu près, et il a écrit en russe. Alors lui, ça a été le top, parce qu'effectivement, Nabokov, lui, il pouvait écrire dans un pays, mais dans la langue du pays, mais là, on est quand même dans le génie absolu. Alors, on va lancer quelque chose, puisque tu m'as dit qu'il fallait que j'arrête, puisqu'on a parlé donc 9 heures. Petit exemple alors pour illustrer ça, qui est pris là-dedans, c'est à peu près le milieu du livre. Parce que ce qui est merveilleux, c'est que donc, j'ai écrit ce bouquin à Nice. Il se passait à Nice. Un an plus tard, je me suis dit, Nice, bon, je vais le mettre à San Francisco. Avec Internet, j'ai bossé San Francisco comme un dingue, et j'ai écrit ça. Pas tout à fait, parce qu'après, je l'ai recorrigé. Et après, on me disait, pourquoi tu n'es pas allé à San Francisco ? Je suis allé à San Francisco. J'ai rajouté, c'est là mon chéri, merci. J'ai rajouté un truc, si vous lisez ça un jour, hein, j'ai rajouté une seule chose, c'est qu'ils vont sur Ocean Beach au Pacifique faire des matchs de frisbee, parce que j'allais à Ocean Beach et j'allais, tiens, je vais mettre des... Mais tous les endroits que j'ai décrits, tous les diners, toutes les balades, toutes les plages, toutes les maisons, je suis allé voir chaque maison de chaque personnage, je les ai pris en photo, j'ai que quelques photos à vous montrer, je ne vais pas montrer tous mes repérages, de toute façon on est trop long, mais c'était tel que je les avais vus sur Internet, tel que je les avais imaginés, et Dieu soit loué, ça suffisait, parce que je ne les décrivais pas trop. Parce que ce n'est que le décor. Le décor doit rester le décor. C'est ça le truc. C'est que si vous allez écrire Acapulco, il ne faut pas que Acapulco mange votre sujet. C'est votre sujet qui doit se servir d'Acapulco. Alors, voilà, depuis Billy Gothill, la vue de San Francisco était prodigieuse. Le regard embrassait une grande partie des quartiers. Angie nous guida vers une ouverture de la rue entre deux maisons. Un escalier de bois sur lequel on pouvait à peine tenir à deux dans la largeur, bordé par deux rampes en bois, elles aussi. Plongé dans un trou de verdure luxuriante et sombre, nous commençâmes à descendre dans ce puits de nature. La végétation était touffue, serrée. Angie désigna une petite maison. Je fus frappé d'abord par sa couleur. C'était la même que celle qu'elle habitait avec Lucas sur Yale Avenue, parce qu'avant ils étaient à Oakland. La maison était cerise et chocolat. Elle avait la même forme et le même nombre de fenêtres sur la face et sur les côtés. Ce qui est marrant, c'est que cette rue, je l'avais vue d'abord sur Internet, j'ai été la voir, je vais vous la montrer. C'est une petite rue uniquement en escalier, mais un escalier de bois, et il y a des maisons de chaque côté.
Et j'avais pas vu toutes les maisons sur Internet. Et mes personnages habitent une maison cerise et chocolat. Donc quand j'ai descendu et que je suis tombé sur une maison cerise et chocolat, et où la propriétaire m'a vu et sorti et que j'ai bavardé avec elle, et qu'elle était française, j'ai eu peur. Donc j'ai vécu non, j'ai eu peur, j'ai fait, tu vas te réveiller. En fait, ce qui est merveilleux quand vous écrivez un livre avant d'y aller, c'est que vous êtes dans votre roman. Et j'avais vraiment, en plus, comme si vous le lisez, les scènes ça s'appelle Harry Street, la rue en escalier. J'avais presque peur d'être là, vis-à-vis de ce qui s'y passe. C'est dans ce sens ou ce sens? Ah, ça peut être... Alors c'est comme ça. Ah oui, ça y est. Alors ça, c'est le côté égocentrique, mais je suis sur Polk Street, dans un endroit qui s'appelle chez Toast, où mes personnages vont. Là, je réécrivais des petits morceaux sur... c'est à l'angle de Sacramento et de Polk Street, où il y a des super boutiques vintage pas chères, par contre. Donc là, j'étais en train de bosser, et puis une copine m'a photographié, qui habite en haut de cette rue d'ailleurs. Voilà, mais c'est vrai que réécrire son bouquin qu'on a écrit à Nice, à Paris et à Cadaqués, et le réécrire là-bas, voilà, ben, je vais vous dire, la vie est belle, quoi. Non mais c'est vrai, là, à ce moment-là, je me dis, ben, tu peux mourir, quoi, t'es au top, tu t'es content. C'est vrai, c'est con, mais c'est comme ça. Là, c'est dans Harry Street, j'ai un air un peu réjoui, stupide, mais bon... Je ne souris pas parce que putain. Et donc on voit vous voyez, la rue, elle est dingue, mais c'était fou d'y être. Parce que je l'avais vu, je me dis, tiens, d'ailleurs quand j'ai pris le Uber pour y aller, il m'a laissé en haut de la colline de Billy-Goat-Hill, et le mec du Uber m'a dit, mais vous allez où en anglais, parce que j'ai un anglais parfait. Et alors je lui dis, mais il y a une rue là. Il me dit, ah, je ne connais pas. Il a garé son Uber, on a bavardé une demi-heure dans les escaliers. Il ne connaissait pas, c'est pas une rue qu'on connaît, même personne ne va là. Il y a 7 maisons. Donc il y a que les gens qui habitent là qui la connaissent, même les gens de San Francisco parfois ne la connaissent pas. Donc j'étais d'être là, c'est pour ça que j'ai cet air réjoui de la crèche idiot, mais je me disais putain mais tu y es quoi, voilà tu y es, tu vas rencontrer tes personnages. Et voilà ce qu'on voit de là-bas, donc à la fin du roman, elle sort de cette baraque après une scène terrifiante et on voit San Francisco, sauf que moi ça se passe la nuit, voilà, donc voilà, regardez cette rue est dingue, voilà, mais je n'ai pas changé le roman, je l'avais décrit exactement comme elle était. Vous voyez, quelque part, cette masterclass, elle est... Je vous dis pas n'y allez pas, allez-y, parce que c'est merveilleux de voyager, mais votre imaginaire, et avec les progrès d'aujourd'hui, est aussi fort que le voyage. Mais après, il faut y aller pour valider votre truc, et encore une fois, qu'on vous dise pas, mais t'es pas allé à San Francisco. Voilà, au moins on vous emmerde pas. Et la maison cerise et chocolat, enfin bon, selon moi, parce que je suis un peu daltonien, mais quand j'ai vu cette maison, et que la propriétaire est sortie dès qu'elle m'a vu photographier, voilà, c'était exactement les maisons que j'imaginais en écrivant. Et celle-là, je ne l'avais pas vue sur Internet. Donc je pense qu'on peut aussi, et ça c'est quand je frime sur Ocean Beach, avec la couverture du livre. Merci de votre attention. J'ai fait très long. Je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais la prochaine fois. Je vais rien voir avec ça. Ouais, maintenant on ouvre aux questions et réponses. On va faire une question présentielle et une question à distance, d'accord? C'est juste une remarque. Un guide m'a appris que Hemingway écrivait toujours après avoir écrit une livre. Ah, mais c'est possible. Tu peux répéter la question. Une dame me dit que Hemingway écrivait après avoir quitté la vie. C'est extraordinaire. Alors, peut-être pas Paris est une fête. Eh ben, je ne savais pas. Puis après son départ de Paris. Il a dû prendre des notes, alors, mais ça dit, bon, c'est pas un très gros livre, ça peut être des souvenirs. Bien, ah, vous voyez, vous me l'apprenez. Mais bien sûr, parce que ça reste... mais avec le talent qu'il avait, il aurait pu décrire Paris sans y venir. D'ailleurs, bon, j'ai pas eu le temps, parce qu'on m'a coupé. Mais vous savez quel est un des livres les plus vendus dans le monde, après la Bible et le Coran et tout ça? C'est Jules Verne. Il n'a jamais fait le tour du monde en 80 jours, il n'est pas allé de la Terre à la Lune, il n'a pas fait le voyage au centre de la Terre. Et on y croyait. Et les gens qui ont écrit de la science-fiction autrefois décrivaient des planètes qui n'existaient pas. Ray Bradbury, Sturgeon, les autres. Donc vous voyez, l'immersion, elle est d'abord là-dedans. D'abord. Mais merci de votre précision, j'ignorais. Another question? Oui, je suis bilingue. Madame. Je suis complètement d'accord sur le fait de voyager pour écrire, mais c'est vrai que moi-même, je voyage. Je suis en immersion en voyage. Mais
des fois, quand je suis dans un avion, je vais pas écrire vers la destination où je vais, mais l'avion me déclenche. Mais une fois que j'arrive à New York, il y a quelque chose dans le voyage, quand vous êtes à New York ou à Palo Alto ou à San Francisco. Bien sûr. Voilà. Vous connaissez San Francisco? C'est drôle, c'est drôle. Vous connaissiez Harry Street? Non. Ah oui, c'est drôle, vous voyez, c'est amusant. Hein. Non mais c'est amusant quand je dis que tout le monde ne connaît pas. Oui. Voilà, on peut imaginer plein de choses. Un avion, enfin qu'on prenne un train, on prend le TGV, on prend un bus, on est sur une charrette, on est sur un cheval. Il y a quelque chose qui nous fait un mouvement vers l'écriture. Mais quand on arrive là-bas, moi je suis au milieu de New York, et je me promène dans les rues, il y a les sirènes, il y a l'odeur, il y a le bleu du ciel. Et ça, j'ai beau regarder sur Google, je ne vais pas le trouver. C'est vrai, bien sûr. Je suis d'accord. Il y a une dynamique, mais on peut écrire sans être dans l'endroit. Ça, oui, parce qu'on on lit beaucoup pour New York. Pour San Francisco, je me le suis dit. Alors, madame dit qu'effectivement, lorsqu'elle prend un avion, tout de suite, il y a quelque chose qui se déclenche en elle, etc. Et que c'est vrai que lorsqu'on est vraiment dans des villes aussi fortes que New York, etc., il y a les sirènes des voitures, etc. Et on est dans une ambiance. Mais est-ce que cette ambiance, vous allez nécessairement vous en servir dans le roman ou pas? Effectivement. Il y a quelque chose qui nourrit, il y a quelque chose qui voilà. Il y a une certaine magie quand vous dites que vous avez posé sur la plage de Ocean Beach et... Je la laisse pour frimer, vous avez vu là. Il y a quelque chose qui se passe, maintenant est-ce qu'on va l'écrire dans le bouquin? Pas forcément. Il y a quelque chose qui est plus fort que Google Maps. Enfin, moi j'aime beaucoup. Oui, mais je suis d'accord, mais bien sûr. Non, je suis d'accord. Mais par exemple, j'ai eu cette impression que vous avez peut-être eu, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes là-bas, mais quand on va à New York ou à San Francisco, on se dit « Ah, je suis dans un film ». Oui. Parce qu'on a vu tellement de films new-yorkais, voilà, on pense à Woody Allen, etc. Et moi, à San Francisco, j'étais à la fois dans Dirty Harry avec Clint Eastwood, j'étais à la fois dans Bullitt, parce que j'ai été voir la maison où il rentre Steve McQueen dans Bullitt. Je n'ai pas fait le montage, mais sur Insta, j'avais mis le montage où j'étais dans la même position que Steve McQueen. Non, mais le mec. Pour qui me le mec, bon. Le melon. Et on est dans Mississippi Fire, voilà. Et puis on a vu la ville dans 1000 trucs. Donc c'est vrai que... Mais il ne faut pas que cette ville nous mange. C'est ça le truc, madame, voilà, vous savez bien. Il ne faut pas qu'elle mange notre créativité. Mais quand vous dites que l'avion déclenche l'ouverture, ça c'est sûr. Parce qu'il faut... bizarrement, d'ailleurs c'est Cocteau qui disait, c'est pas l'inspiration, c'est de l'expiration, la créativité. Et en fait, quand on est dans notre vie familiale, amoureuse, Paris, pas quoi, hein, le Lot, on est un peu enfermé. Toujours dans nos habitudes, dans notre routine, c'est un mot à la mode. Le voyage permet déjà d'ouvrir les vannes. Et déjà, c'est un pas vers l'écriture. Donc, mais je suis d'accord qu'il vaut mieux y aller, bien sûr. Oui. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y a des romans où la ville est un... Bonjour, on se connaît. Bonjour. La ville nous mange. Moi, j'entends ce que vous dites et je le comprends. Et parfois, par exemple, dans le barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, moi, j'entends les sons, j'entends les sensations, j'entends le bruit dans la ville. Et j'ai l'impression que, en fait, le barrage et je crois qu'elle est en Indochine à l'époque. Pour moi, ça devient un personnage. Et c'est pareil dans Daphné du Maurier, Rebecca, où elle parle de l'odeur, du village, dans la vallée. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en même temps, j'ai l'impression que parfois, moi, le personnage principal, est-ce que c'est pas justement la campagne anglaise voilà, il y a une limite que je trouve intéressante. Bien sûr. J'ai l'impression que peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, notre travail, c'est de jouer avec cette limite. Oui. À quel endroit elle est fragile. À quel endroit c'est un décor. Mais c'est un personnage du roman. Oui, pardon. On parlait de... Madame parlait de Marguerite Duras, de barrage contre le Pacifique, des pays dans lesquels Marguerite Duras a écrit et qu'elle nous décrit. Et elle dit très justement, la limite est très fine entre l'importance du lieu, l'importance, je déforme un peu, mais j'essaie d'être fidèle, et l'importance de l'action elle-même. Et c'est vrai que la limite est fine parce que le décor est merveilleusement important, parce qu'il donne des sonorités, il donne des idées, etc. Mais c'est ce qui se passe qui compte. La grande question, c'est par exemple ce qui se passe dans il n'y est plus. Ce qui se passe dans ce roman, est-ce qu'il se passerait la même chose rue Claude Bernard, hein, ou chez Léa, par exemple. Voilà, on s'est rencontrés chez Léa. C'est ça le truc. Il y a beaucoup de films de Woody Allen qui sont très très européens. C'est pour ça que ces films marchaient bien à l'époque, parce qu'ils étaient très parisiens aussi, ou très londoniens. Les dialogues dans des galeries de peinture, ça pourrait se passer dans le 6e arrondissement. C'est pour ça qu'on s'y reconnaissait merveilleusement, même si à une époque on s'y reconnaissait aussi en John Wayne dans un western. Mais il ne faut pas que le décor mange l'action.
Voilà, il ne faut pas faire celle ou celui, genre, ah, j'ai bien bossé, vous avez vu, je connais bien, je suis allé, j'ai pris plein de notes, ouais, je suis un routard, je suis un baroudeur. Non, il faut que ce soit au service. Votre style est au service de l'histoire et votre décor aussi. Moi, j'ai vécu ça, d'ailleurs, il est venu à la dernière, j'ai eu une pièce j'avais écrit sur l'affaire Von Bülow. Avec Patrick Chenet et Nicolas Briançon qui s'est joué il y a un an, il y a un décor de dingue. C'était au Grand Théâtre Montparnasse, il y avait un décor de New York avec les buildings de New York en transparence, avec un décor qui descendait. On était au cinéma. Bon, après, malheureusement, il y a une mise en scène un peu poussive, donc les gens disaient le décor était bien. Bon, bref, j'ai un peu souffert. Ça, c'est le pire. On peut se pendre après ce genre de réflexion. Mais déjà, et d'ailleurs, la pièce va se remonter, on essaie de remonter à Bordeaux avec mes agents, là, ça serait super, mais déjà, on était là-bas, on y était, mais il fallait que ça suive après, mais le public demandait que à être à Manhattan, parce qu'il y avait de la fausse neige qui tombait, parce qu'il y avait un décor à 60 000 €, c'est pas vous dire. Donc je sais qu'avec mon metteur en scène, on regardait toujours le début en se disant mais c'est dingue, bon après on allait boire des bières, parce qu'on connaissait la pièce par cœur, mais voilà, mais ce que vous dites est très juste, la limite. Tout est question de dosage, c'est comme en cuisine. Le décor doit être là, mais servir l'histoire et pas faire celui qui a bien bossé. Voilà, faut pas faire le malin, faut rester sage. Il y a une question de Juliette Treillet qui va dans la même direction. Qui est comment trouver l'équilibre entre l'histoire et le décor sans que le décor empiète. Oui, c'est là. Je viens de répondre un peu. Un peu plus loin la question. Ouais. Comment est-ce qu'on peut se rendre compte que notre décor est en train de manger notre histoire? Comment? Mais ça, Guilherme, tu peux poser toutes les questions à chaque fois dans le même ton. C'est-à-dire, tu peux te dire, comment je sais si ça intéresse les gens? Comment je sais si on croit à mon personnage? Comment je sais si je dois décrire ou faire du dialogue? C'est-à-dire que, je veux dire, c'est comme les gens qui... ma réponse n'est pas une réponse de Normand, ni d'Américain. C'est comme les gens qui minutent la cuisson des pâtes. Ça m'énerve. Non, parce que j'ai beaucoup d'amis italiens, j'adore Rome. Une pâte, ça se goûte. Parce que, bizarrement, même si j'achetais la même marque, les Barilla, les machins, les Tchécois, ça ne sera jamais exactement pareil. Donc, la pâte, il faut la goûter. Alors, j'avais prêté mon appartement à une amie quand j'avais 20 ans. Elle avait lu quelque part que pour savoir si des pâtes étaient bien cuites, elle les lançait au plafond. Je vous jure qu'il y avait une collection de pâtes sèches au plafond. Bon, elle avait un problème de plafond d'ailleurs un peu. Mais je vous jure que j'avais fait... C'est beau. T'as mangé que des pâtes, en fait. Bon. Mais voilà, c'est un dosage. C'est comme la cuisson des pâtes. En fait, il y a plein de choses qu'il faut sentir dans le corps. Il faut vous lire tout haut. Comme Flaubert le faisait, il avait un Gauloir, Flaubert. Il faut vous lire tout haut, et il y a un moment où, coach ou pas coach, etc. Moi, je suis là dans les ateliers pour le dire, à mesure que les gens écrivent, je dis, oui, mais là, écoute, là, il se passe plus rien, là, ton décor, c'est bon, on a compris que c'était en montagne, tu l'as dit 4 fois, bon, voilà. Mais tout seul, on doit sentir jusqu'où, comme disait Cocteau, jusqu'où il faut aller trop loin. C'est là, il faut le sentir. Oui, elle est bien, cette phrase. Je l'aime bien. Mais je ne suis pas encore satisfait. Donc, je vais parler. Je suis en train d'écrire une histoire. D'accord. Cette histoire se passe au Brésil. Donc, mon intention, c'est je veux présenter le Brésil aux Français. Comment trouver l'équilibre pour ne pas faire le guide du routard? Alors, je peux te taquiner? Oui. Parce que ton but ne doit pas être de présenter le Brésil aux Français, sinon il faut faire un guide du routard. Ah. Oui ou non? On doit... Mais non, parce que j'ai lu, c'est pour vous dire, mais j'ai lu 100 ans de solitude qui se passe aussi en Amérique du Sud, j'ai lu des romans de Cortázar, ou des nouvelles de Cortázar, ou des nouvelles de Borges, qui se passent, tout ça n'est pas brésilien. Mais en fait, c'est l'histoire qui compte. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire, mais ton amour du Brésil doit transparaître, mais il doit pas être, c'est pas le but. Le but, c'est d'écrire une histoire qui va nous passionner et à laquelle on va s'identifier, parce que le nouveau roman a eu beau passer par là, Alain Robbe-Grillet, Robert Pinget et tous les autres, Duras, je la mets à part, c'est un génie. Mais où on a voulu arrêter d'écrire des histoires, malgré tout, les gens achètent un bouquin pour se changer les idées, pour être emmenés. Si on apprend des trucs, c'est super. Si on découvre qu'il y a Harry Street, c'est super. Mais ce qu'on veut, c'est dévorer un bouquin et vivre pendant un certain temps une autre vie que la nôtre. Et quand vous écrivez un bouquin, vous vivez une autre vie que la vôtre. C'est ça qui est dingue, madame. En fait, c'est ça
qui m'interpelle beaucoup là, c'est qu'on parle beaucoup de décor, mais on ne parle pas de culture. De culture, en fait. Quand on va dans un pays ou dans un autre, c'est mais bien sûr. Mais je suis d'accord. C'est pas la même manière de penser, c'est pas les mêmes manières de réagir, ou de manger, ou de boire, ou de vivre une histoire d'amour. Donc, je pense que peut-être pour que ça ne devienne pas juste un décor et un guide du routard, il faut aussi intégrer des gens et des populations et des manières de faire ou des événements de la vie. Donc si tu parles du Brésil, il faut parler des Brésiliens. En fait. C'est très juste. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas trouver ça sur Google Maps et qui fait qu'on... Mais je suis d'accord, je suis d'accord. Et moi je suis d'accord, les oiseaux, les odeurs, les trucs qu'on achète dans la rue, ou des manières de... C'est aussi d'être... Non, je suis d'accord. Et je trouve qu'on n'a pas trop parlé. Mais parce que la culture... C'est utile et que ça nourrit... Je suis d'accord. Mais alors, pour l'avoir fait 3 fois au moins... En fait, par exemple, par rapport à des gens qui... C'est intéressant parce que vous êtes beaucoup là-bas. Non mais madame, mais beaucoup à Palo Alto, San Francisco, etc. En fait, ce qui se passe dans un roman qui se passe là-bas, sauf que, vous savez, moi, ils mangent des burgers, etc. Culturellement, par rapport à mes 3 personnages, je ne suis pas très loin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, à part certaines tribus très éloignées, la culture, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on mange, comment on s'habille, mais ça dépend des niveaux sociaux. Je suis plus près d'un Américain qui me ressemble que d'un Français qui ne me ressemble pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis plus près d'un mec un peu écrivain qui habite à New York que d'un berger de l'Aveyron, même, parce que... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la culture, en fait, elle est transposable si vous êtes au même niveau social, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bien sûr que les Brésiliens sont plus importants que le Brésil. Mais par exemple, moi j'avais adoré, mais je n'ai pas du tout copié en rien, mais il y avait ce bouquin qui avait bien marché qui s'appelait Les Chroniques de San Francisco. Ça a été lu dans le monde entier. Bon, c'est vrai que ça m'a encouragé aussi à penser à San Francisco. Mais tout le monde le lisait et tout le monde le comprenait. Quand on regardait autrefois, quand j'étais jeune, on regardait, c'était quoi, Dallas et tous ces trucs-là. Mais les gens, ils regardaient ça là, même les gens du fin fond de l'Auvergne, ils regardaient Dallas, ils avaient rentré les moutons 2 minutes avant, ils allaient voir Dallas avec des mecs avec des chapeaux texans et qui vendaient du pétrole, mais ils y croyaient, parce qu'en fait, on est... Vous voyez, c'est l'être humain, il n'est pas si différent. C'est des sensations, un roman. Et bien sûr, il faut ce qu'on appelle la culture, mais la culture, c'est tout. En effet, c'est ce qu'on bouffe, c'est tout. C'est pas seulement la peinture du pays. Dans mon cas, il y a beaucoup de culture, vu que je parle beaucoup de Led Zeppelin, c'est aussi une culture. Ils vont à Monterey, là où il y a eu un grand festival de musique, au moins aussi important que Woodstock. La culture, bien sûr, ça peut être aussi le rock. Hein, mais je suis d'accord avec vous. Tout ça... mais vos questions, je me les suis posées, je les entends bien, le grand truc, c'est une histoire qui se passe là, est-ce qu'elle serait si différente si elle se passait ailleurs? Ça dépend. Je vous jure, je n'ai pas la réponse en fait. Oui? Oui, madame, là-bas. Non, le monsieur là, Ah ben pardon, alors. Ah oui, pardon, mais alors la première. Bonjour. J'étais à Harry Street cet été, j'ai fait les mêmes photos que c'est pas vrai. Mon téléphone pourrait vous le montrer. Ah, vous les avez avec vous là? Ah, c'est super. Ah, et alors, ça vous a fait un truc? C'est bizarre, non, comme endroit? Oui, parce que cette rue, elle est très surprenante. Ah, c'est drôle. Elle est incroyable. Vous n'avez pas envie de vivre là-bas, vous? C'est un monsieur qui me dit qu'il est allé à Harry Street cet été dans la rue en escalier, justement. Voilà, t'as vu, je fais bien mon travail. Dans ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est de mélanger aussi les endroits. En fait, là, on est vraiment sur la description d'un endroit qu'on a visité, etc. Et je trouve, moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance de faire ça, c'est que parfois, dans mon écriture, je vais mélanger 2 endroits. Et c'est pas très grave, je m'en fous que ça existe ou que ça n'existe pas, parce que, que ça sert mon propos et que ça amène quelque chose de plus intéressant. Donc, et en plus, ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est mon regard sur cet endroit, il n'existe peut-être pas exactement bien sûr. Ça, mais je le reconstruis d'une certaine manière avec des souvenirs d'endroits que j'ai bien connus. Sûr. Et je trouve qu'en plus que, en fait, les souvenirs, ça sert à ça. Bien sûr. Mais je suis tellement d'accord. Des morceaux de puzzle, on peut les assembler comme on veut. Bien sûr. Et raconter une histoire avec des souvenirs qui sont peut-être pas... C'est le résultat qui compte. Dans la même temporalité, mais qui en réalité
donne tout d'un coup quelque Ben, chose. bien sûr. Cortázar a écrit une nouvelle sublime où il est à Buenos Aires, il ouvre une porte, il est à Paris. Parce que les deux villes se ressemblent, elles sont haussmanniennes toutes les deux. Mais je suis d'accord, c'est le résultat qui compte. Il ne faut pas... D'ailleurs, si vous lisiez, vous avez lu le petit passage déjà là, si vous lisiez la fin du bouquin, vous diriez oui, c'est pas tout à fait le Harry Street que j'ai lu, que j'ai vu. J'ai eu mon Harry Street, vous avez eu le vôtre, on peut le décrire de plein de manières, Harry Street. D'ailleurs, c'est quelques lignes, j'allais pas faire, vous voyez, très long. Non mais c'est amusant. Vous ne saviez pas que j'allais parler de ça? Ah, c'est drôle. Et comment vous saviez que ça existait, vous? Le hasard. Le hasard? En fait, je crois que j'ai dû regarder sur un guide, et puis on marchait, on dit tiens, on arrive à cet endroit-là. Non, on s'est fait déposer en haut à cet endroit-là. En haut ou en bas? En bas. En bas. Et on est remonté. Moi, je suis feignant, je me suis fait déposer en haut. Et après, on a poussé aussi, on est rentré dans des jardins, parce qu'il y a des... Oui, on peut, il y a des dégagements. Et on est resté un moment. Oh, c'est drôle. On a fait exactement les mêmes photos. Oh, c'est drôle. Et vous aussi assis avec un air un peu réjoui. Moi, par contre, je souriais. Oui, oui. Oui, moi, je suis Alain Welbeck. C'est héréditaire, vous savez, dans la famille. Mais là, j'ai une perruque, hein, parce que sinon ça part comme ça. Oui, alors, madame, pardon. Merci beaucoup, parce que moi, ça m'a fait évoquer plein de questions. Super. Et notamment, le risque, contre le risque d'effet routard, de se projeter dans un monde qu'on ne connaît pas pour ajouter, comme vous dites, un peu d'exotisme sur lequel on se projette. Moi, je me dis, le risque, c'est aussi... est-ce que c'est pas de se projeter sur des représentations clichés et c'est aussi amener finalement, il y a un inajustement et du coup en faisant ça, c'est peut-être, enfin c'est intéressant en termes de création, mais ça maintient des clichés et on s'adresse finalement à notre tribu, au lecteur. Du coup, en plus, par rapport à ce que vous dites, ah bah on est allé pareil. Du coup, il y a quelque chose de, finalement, de rester de l'entre-soi. Marguerite Duras, moi je suis née dans le métro des Grands. Quand je dis Marguerite Duras, je me dis, mais c'est son point de vue et ça questionne pour moi le point de vue situé, c'est-à-dire que c'est le point de vue du personnage ou de l'écrivain. Et ce point de vue situé, il ne faut pas leurrer en fait. C'est-à-dire que c'est pas c'est le personnage et après c'est de la création, donc effectivement on peut écrire, Alors je ne vais pas reprendre toute votre remarque parce que j'ai peur de la trahir, mais en fait, si je peux me permettre, puisque vous êtes originaire, vous avez vécu là où a vécu donc Marguerite Duras, je pense que si 300 personnes écrivent sur l'endroit où vous avez vécu, il y aura 300 descriptions différentes. Parce qu'on oublie par exemple qu'un roman de François Sagan se passe à Paris. On n'y pense pas. Ça se passe à Paris ou ça se passe à Saint-Tropez. Mais on n'y pense même pas puisqu'on est à Paris quand on le lit parfois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que... mais le Paris de Sagan n'était pas le même que le Paris d'Hemingway, n'était pas le même que le Paris de Hervé Bazin ou de n'importe qui, vous voyez, ou de Julien Green, qui a merveilleusement décrit Paris, alors qu'il était américain. C'est normal. D'ailleurs, peut-être qu'en lisant Duras, maintenant, vous vous êtes dit, je ne reconnais pas ma ville, je ne connais pas mon pays, qu'est-ce qu'elle raconte, mais c'est sa vision. Non seulement, déjà, on a la vision d'un décor, mais même la vision de l'humanité. Peut-être qu'en lisant un roman, on peut se dire, je ne suis pas d'accord, l'être humain n'est pas comme ça, je ne suis pas d'accord. Il y a des livres d'une violence incroyable où on peut se dire, je ne suis pas d'accord. Quand vous voyez le film Seven, qui m'avait beaucoup marqué, vous pouvez vous dire, non, l'être humain n'est pas comme ça. Ben si, il y en a des comme ça aussi. Le mec du silence des agneaux, ben si, il a existé, voilà, c'est comme ça. Donc ce que vous dites pour les décors est valable pour les êtres humains également. Mais il y aura autant d'écrivains que de lieux décrits et d'humanité décrite de la même manière. Madame. Alors comment fait-on pour justement toucher le lecteur? Parce qu'on a l'impression que pour embarquer un lecteur à travers une narration, il faut qu'il accroche, qu'il vive les personnages. Donc il y a 3 milliards de façons de faire une narration, mais il faut toucher 3 milliards de personnes. Mais oui. Il faut être universel. Moi, j'écris pour le théâtre. Ce qui est merveilleux, c'est que les gens rient quand on pense qu'ils vont rire, ils vont pleurer quand on pense qu'ils vont pleurer.
il faut être universel. En fait, c'est terrible. Une dame me pose la question fatidique, c'est peut-être la grande question à se poser. Comment on sait qu'on va toucher les gens, comment on sait qu'on va les intéresser, comment on sait qu'on va les accrocher? Ça se sent dans le ventre. Moi, quand j'écris une pièce, je me dis, voilà, tu vas les avoir. Là, on y croit. Et le roman aussi. Malheureusement, là, on a beau faire tous les coachings du monde, toutes les écoles des mots du monde. Bon, il y a un petit don, bon, voilà, mais les dons, je m'en méfie, voilà. Mon prof de philo disait tout idéologue des dons est un fasciste qui s'ignore ou qui le sait, donc je me méfie. Oui, c'est un peu Mein Kampfien de parler de dons. Mais bon, si on était très très bon en disserte en terminale, il y a un peu de chance qu'on soit pas trop mal si on veut écrire des romans. Si on était bon que en gym, bon voilà, mais il y a aussi des trucs sur le tard. Moi j'étais très bon en disserte par exemple. Mais madame, ça se sent. Et ça, j'ai pas de recette. Il faut vous relire. Après, il y a toujours 2 ou 3 personnes à qui on peut faire lire. Mais le problème, c'est que quand on écrit, on sait jamais à qui faire lire. On ne sait jamais, parce qu'il n'y a pas près de nous souvent un auteur, mais un auteur qui sait analyser. L'avantage de cette école, pas de notre école, cette école, c'est qu'il y a des gens comme Agnès Michaud, Fargue et tous les autres qui ont des analyses. Moi, ça fait 3 ans que je bosse avec eux aussi, et j'écris pas mal. On arrive à avoir une expertise en étant le plus objectif possible. On oublie notre œuvre à nous, et on se dit, là, ça ne fonctionne pas ton truc, parce que mais ça, tu le mets comme ça, ouais, là, ça marche, là, j'y crois. Vous voyez, parfois, vous faites ça, hop, vous le mettez comme ça marche. Ou alors on passe au tamis, il y a trop de mots. Les mots doivent être simples, chaque mot doit être choisi, mais parfois le plus simple possible. Et en fait, ça marche quand on y croit. Et ça, c'est comme une peinture. Tout on fait. Une peinture, on n'a pas besoin d'y croire. D'ailleurs, ça peut être le bleu de Klein, on n'a pas besoin d'y croire au bleu de Klein. Mais tout d'un coup, le bleu de Klein, ça marche. Et ça, c'est le miracle, madame. C'est le miracle. Madame. Petite remarque ou question. Donc, ça sonne juste. Que l'on écrit sonne juste quand on y croit. Quand vous y croyez vous-même, il y a de grandes chances que les gens y croient. Mais le truc, mais c'est comme pour tous les trucs de la vie et les acteurs, il faut savoir quand est-ce qu'on se ment à soi-même. Que ce soit en amour, en amitié, dans le boulot, dans la créativité. Est-ce qu'on est sincère avec nous-mêmes? Parce que là, quand on écrit, surtout l'école, parfois on investit un peu d'argent et tout ça, on veut que ça soit bien. Le problème de la littérature, c'est que c'est des mots. Et les mots, on les emploie depuis qu'on est né. On fait des listes de courses, on était à l'école, on a tout fait, on a fait des dissertes, on a écrit des mails, bon. Mais on ne sait pas quand ça marche. Si moi, là, qui n'en joue pas, je prends un violon, et je vous joue du violon, vous allez me dire, tu peux arrêter s'il te plaît? Parce que ça va vous déglinguer l'oreille. Si je joue du piano, je me dis merde, mais ça risque d'être pareil. Si je peins, vous allez vous dire, tu as donc 8 ans. C'est pour ça que tu n'as pas de dents. Bon. Voyez, c'est-à-dire le problème de la littérature, c'est qu'on n'entend pas les couacs. Un mec qui commence le violon, il entend que c'est insupportable et son voisin va bientôt faire, vous pouvez arrêter, bon. La littérature, on a beaucoup de mal à avoir du recul parce que c'est des mots, et les mots, on est dedans depuis toujours, depuis qu'on parle et depuis qu'on lit. Donc il faut des gens qui ont une expertise du genre, ça sonne faux, ou ton morceau, il n'est pas équilibré, il ne mène à rien. Et c'est très dur d'avoir une expertise. Donc, être sincère, ça ne suffit pas. Parce qu'on a beau dire la vérité, si vous pensez que c'est vrai, mais que ça ne passe pas la rampe, c'est que ça ne passe pas la rampe. Moi, quand j'étais jeune comédien, je braillais. Je ne sais pas pourquoi, c'était Huster, mon pro, il me dit, mais arrête de crier, t'as 20 ans, t'as une tête de jeune premier, arrête de brailler. Je rentrais, oui, l'armée est morte. Mais calme-toi, regarde Brando. Je vais finir là-dessus, parce qu'après ça va dépasser. Et ça, c'est valable pour la littérature. Il y a Huster ou Villeray qui nous avait raconté ça. Vous savez, le début d'Actors Studio à New York, Meryl Streep, Robert De Niro, Dustin Hoffman, c'est parti d'un livre merveilleux qui s'appelait Ma vie dans l'art de Stanislavski. Vous connaissez ça? Bon, Ma vie dans l'art et la formation de l'acteur. Bon, on a des points communs. Hein. Qui est un livre extraordinaire qui a commencé à faire travailler sur la mémoire affective, où les gens travaillaient sur l'intériorité, et alors qu'au temps de Sarah Bernard, on faisait « je crois que d'abord, bon, on s'est dit on va se calmer, on va travailler sur soi. C'est pour ça qu'il y a des films comme Marathon Man où on voit les deux écoles, on voit Laurence Olivier qui joue en jouant extérieur un peu, mais merveilleux, et Dustin Hoffman qui a tout intériorisé, mais le résultat est merveilleux de tous les deux. Ces deux écoles. Bon. Mais tout ça, l'acteur studio de Lee Strasberg venait de la formation de l'acteur de Stanislavski, ami de Tchekhov, merveilleux, etc. Bon. Tchekhov ayant intériorisé aussi dans son théâtre, qu'on ne dit pas dans la vie ou au théâtre,
Iva Nikolaïevna, je vous aime. Non, on dit Iva Nikolaïevna, je vais chercher le samovar. On dit autre chose. C'est ça qui est merveilleux. Le théâtre doit suggérer. Bon, et je finirai là-dessus. Stanislavski, il leur dit aujourd'hui cinéma. Comme aujourd'hui, voyez. Cinéma, je vais vous montrer comment le grand acteur Moujjoukine joue des sentiments. Vous la connaissez? Vous la connaissez pas? Joue des sentiments les plus profonds en faisant vraiment, mais pas grand-chose. Vous allez voir, vous allez voir. Alors, il met Moujjoukine, voilà, il se met comme ça. Alors, regardez, il va jouer la colère. Alors les gens, putain, t'as vu comment il joue la colère? Mais c'est dingue, putain, il est vraiment... Alors c'est cinéma muet, hein. Moujjoukine est amoureux. Putain, il a l'air amoureux, mais c'est dingue, putain, mais c'est un petit, il a levé le truc. Mais putain, on dirait qu'il vient de tomber amoureux, quoi. Moujjoukine vient de sortir de prison. Oh putain, on sent qu'il a la liberté devant lui, ça y est, le mec, il a chié en prison pendant des années au goulag et tout, et là il sort. Bon, bref, il montre 20 sentiments humains, profonds, avec à chaque fois Moujjoukine qui joue exactement le sentiment, sans rien dire. Il rallume la lumière. Alors, comment il a fait? Oh ben il s'est rappelé de souvenirs. Bon. Ah, quand il était en prison, je vais aller en prison, quand il était amoureux, bon, il n'est pas très souvent amoureux, Moujjoukine, il est un peu dragueur. Voilà, bon. Donc en fait, aucun n'avait raison. En fait, mais monsieur, mais comment il a fait pour que ce soit si imperceptible? Il leur dit, c'était toujours la même image. Et voilà. N'oubliez pas, quand vous écrivez, vous projetez. Quand vous lisez, vous projetez aussi. Donc si tout le monde projette trop, ça fait du pléonasme et ça fait ce que vous dites des clichés. C'est-à-dire, n'oubliez pas de suggérer parce que le lecteur, il va très vite. Surtout qu'il a Netflix et Paramount Pictures et tout ça maintenant. Donc en fait, vous dites ça, vous savez, comme les gens qui vous tuent uniquement au Krav Maga comme ça, ou qui cassent un machin en deux, voilà, c'est pareil. Soyez karatéka, faites du Krav Maga, allez-y doucement, parce que ça va. Il y a ce que vous donnez, mais il y a tout ce que la personne va voir qui n'est pas tout à fait ce que vous voulez qu'il voit, mais ça doit être imperceptible. Voilà. Mais voilà pour aujourd'hui. Merci. Merci Alain, ça a été riche et drôle, léger et profond en même temps. C'est beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie mon ami. Merci beaucoup. Donc je vous demande juste encore 5 petites minutes d'attention pour que je puisse vous donner les orientations pour l'après-midi. Donc la journée des auteurs comporte 3 modalités. Objectif manuscrit, objectif projet et objectif écriture. Pour objectif manuscrit, les personnes qui vont se connecter, vous avez déjà l'adresse de la connexion dans le mail d'invitation. Attention, ce n'est pas le mail du matin, d'accord? Pour les personnes qui vont objectif manuscrit en présentiel, c'est ici même à partir de 14h. Objectif projet, pour les personnes qui se connectent, vous avez déjà le lien dans votre mail, c'est dans le mail d'invitation. Et pour les personnes qui font en présentiel, vont à l'école avec Chloé. Bon, vous allez à l'école, vous allez retrouver Chloé là-bas. Vous n'avez pas besoin d'y aller ensemble. Et objectif écriture, les personnes qui vont se connecter. Vous avez déjà le lien dans le mail d'invitation. Et pour les personnes qui sont en présentiel, vont retrouver Claudine directement à l'école. Voilà, je fais le tour de questions. Je vous demande encore une fois, levez la main qui est là pour la première fois. Les personnes qui ne sont pas là la première fois, repérez les gens. Je veux tout le monde dans un groupe mangeant en train d'être heureux. D'accord? Très bien, c'est comme ça que les amitiés d'enfance naissent. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Il n'y avait pas toujours... Les gens, ils étaient nombreux par Internet. Tu avais 100 personnes en total, Bien, présentiel et à bien. distance. En tous, ouais, c'est bien. Merci beaucoup.